l'invitation des organisateurs. Donc je suis aujourd'hui parmi vous pour discuter un petit peu, donc quelque chose qui se pratique tout au long de la journée au niveau des officines, à savoir la gestion des dispositifs médicaux. Et là, donc, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est technique parce que il faut beaucoup de séances donc, pour aller vers les aspects technico-techniques. Aujourd'hui, donc, notre objectif à travers cet atelier, c'est de baliser un petit peu le cadre juridique qui régit les dispositifs médicaux. Donc, c'est une catégorie des produits de santé, donc, qui, à l'instar des médicaments, sont pris en charge par le droit. Et donc, avant de commencer, j'aimerais bien qu'il y ait un petit retour donc, par rapport à la présence à la salle pour donner votre acception de cette notion de dispositifs médicaux. Donc, que représente le dispositif médical au niveau d'une officine de pharmacie? Une définition ou bien donc une description de ce que représente, qu'est-ce qu'un dispositif médical? Mhm. 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 Les dispositifs les plus en officine, voilà. Alors, ouais, parmi les dispositifs les plus utilisés en officine, le masque Le chirurgical. masque chirurgical, Oui, qu'on offre. le tensiomètre, Tensiomètre, oui. un glucomètre. Glucomètre. Voilà. Ce sont les dispositifs les plus vendus Le plus vendu en pharmacie. officine. Très bien. En fait, un produit de santé qui agit par action mécanique, pas par action pharmacologique. Oui, là c'est Alors, qui n'a pas d'action pharmacologique. C'est le principe, oui, il n'agit pas action mécanique. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples à l'instar de ce qui a été fait par votre ami? Alors, elle nous a donné au moins trois compresses stériles, oui. Bombe de gaz, thermomètre, oui. Seringue, oui. Je crois qu'il y a une réglementation qui classe les dispositifs médicaux en trois catégories, je crois, selon le degré d'agressivité, non? Le risque. De risque pour le patient. Les seringues, il y a la majorité des dispositifs médicaux, on le voit souvent dans l'officine, mais on le voit dans les hôpitaux ou bien dans les centres qui vont et distribuent les dispositifs médicaux. Très bien. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Oui. L'orthopédie, oui. Très bien. Les cales, les béquilles, les ceintures, oui. Ouais. Très bien. Ils sont nombreux, très bien. Donc voilà, donc c'est juste. Donc, j'espère que d'ici la fin de séance, donc on va changer d'avis. Et donc vous n'allez plus être focalisé uniquement sur cette catégorie de produits qui sont les plus anciens, les plus connus, tels que les seringues, les compresses, le thermomètre, là c'est dépassé. Aujourd'hui, le dispositif médical commence à occuper une place plus importante que le médicament. Déjà en unité, c'est-à-dire en volume, aujourd'hui, et par référence, à l'échelle mondiale, il y a pratiquement 1 200 000 unités, références en dispositifs médicaux. Donc c'est 1 200 000 références, chacune différente, elles sont différentes les unes des autres. Alors que les médicaments, je pense que dans les pays les plus développés, ça se passe également chez nous, nous sommes à 5 000, 7 000 références au grand max. Donc vous voyez un petit peu l'écart qui existe entre le médicament et le DM. Aujourd'hui, le DM prend de la place en volume, le plus gros ou bien la plus grosse part de marché, aujourd'hui, elle est consommée par le dispositif médical et surtout en hospitalier. Et aujourd'hui, l'officine, elle commence à être envahie par les dispositifs médicaux. Et on va voir tout à l'heure qu'il ne s'agit plus de ces dispositifs que vous connaissez. La compresse stérile, c'est du passé. Aujourd'hui, il y a autre chose. Et il commence à occuper un nombre assez important en unité, en volume au niveau des officines. D'accord?
Donc notre objectif, c'est de donc, baliser un petit peu le terrain donc, de connaissances, donc, ouais, donc structurer un petit peu donc, nos connaissances par rapport à cette catégorie de produits et de connaître un petit peu le cadre juridique qui régit ces dispositifs médicaux. Tout à l'heure, vous avez dit, je crois qu'il y a une réglementation. Et il existe. Donc il n'y a plus donc, raison de douter sur l'existence voilà, l'existence de cette réglementation. Elle est là depuis 1980, plutôt depuis 2014. Depuis 2014, il y a la loi sur les dispositifs médicaux qui a été publiée. Il y a tous les textes d'application. Voilà. Donc les dispositifs médicaux donc, font partie de la catégorie donc, des produits de santé que vous connaissez et ils occupent le centre même ou bien l'objectif même de droit des produits de santé. Là, donc, ce que vous êtes en train de voir, c'est un petit peu c'est le cadre juridique de ces produits, des produits de santé. Donc, il y a un cadre juridique, c'est-à-dire il y a un ensemble de mesures législatives et réglementaires qui prennent en charge donc, ces produits, donc, ces catégories de produits, chacune donc, à part. Et comme produit de santé, nous avons déjà celui qui occupe la place la grande place au niveau donc, de la pratique médicale et pharmaceutique, c'est le médicament. Bien sûr, le médicament, voilà, c'est le produit donc, qui occupe l'attention des professionnels de santé et bien sûr, et il occupe même, donc, plutôt il est dirigé, c'est le produit qui est donc dirigé vers donc, les patients donc, pour qu'ils soient traités. En deuxième lieu, donc, comme je viens de le dire, il y a les dispositifs médicaux qui commencent à talonner, sinon à dépasser un petit peu le médicament. Et il y a une troisième catégorie de produits de santé qui, elle-même, aujourd'hui, commence à occuper une place non négligeable au niveau des officines de pharmacie et qui font l'objet de prescriptions d'une manière courante, voire même par les spécialistes qui sont les compléments alimentaires. Très bien. Donc aujourd'hui, les officines sont envahies donc, par ces produits. Et je citerai à titre d'exemple, par exemple, le charbon, les produits à base de charbon. Aujourd'hui, donc j'ai fait le recensement hier, il y a pratiquement 38 références donc de compléments alimentaires à base de charbon. J'ai recensé le magnésium, les références qui contiennent du magnésium. Bon, chez moi, elles sont de 42 références. D'accord? Donc voilà, sans citer les probiotiques, etc., donc les vitamines, etc. Donc ça fait quand même un volume et cela s'accélère de plus en plus. Donc, et là, il faut se préparer donc, à réguler un petit peu ces produits, sinon ça va être donc, un petit peu, ça va aller vers la dérive. Et enfin, il y a une quatrième catégorie de produits de santé qui sont très consommés, qui sont très prisés par les citoyens d'aujourd'hui et qui font l'objet même de prescriptions donc, faciles de la part des professionnels de santé qui sont les produits d'hygiène corporelle et les produits cosmétiques. Voilà. Donc, pour les deux premiers, pour le médicament et pour le dispositif médical, là, il n'y a plus rien à craindre, il y a le cadre juridique. Heureusement qu'il y a des lois, des règlements donc, qui prennent en charge ces produits. Par contre, en ce qui concerne les compléments alimentaires et les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, il y a un vide juridique. Et bien sûr, comme vous le savez, le droit c'est comme la nature, il a horreur du vide. Donc chaque fois qu'il y a un vide, il faut le combler. Et aujourd'hui, ce vide, il est comblé par l'interprétation administrative. C'est-à-dire que du moment qu'il n'y a pas encore un projet de loi qui va être présenté au Parlement pour qu'il soit discuté et voté et publié par la suite, et dans l'urgence, donc on va combler ce vide momentanément par une circulaire administrative, c'est-à-dire qu'il va un petit peu mettre un cadre pour gérer momentanément ces produits. Mais malheureusement chez nous, donc, il y a le provisoire qui dure très longtemps. Et en ce qui concerne les compléments alimentaires et les produits cosmétiques et l'hygiène corporelle, il y a des circulaires qui datent de 1987 et de 1992 et qui sont toujours d'actualité. Pour les compléments alimentaires, si vous suivez un petit peu l'actualité, il y a un projet qui a été discuté au niveau du Conseil de gouvernement et présenté au Parlement. Il y a un projet de loi qui va gérer cette catégorie de produits de santé en attendant que le tour vienne pour les produits d'hygiène corporelle et les produits cosmétiques. Et donc, voilà, donc c'est en guise d'introduction. Donc, je peux vous dire que depuis quelques décennies,
donc on assiste à des changements très importants dans le domaine de la santé. Et bien sûr, ces changements, donc, ils ne sont qu'une réponse aux nouveaux phénomènes socio-sanitaires donc de la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire la croissance démographique, les nouveaux styles de vie, les épidémies. Donc on a vécu l'expérience il y a 2 ans. Et bien sûr, il y a également donc, le développement et la complexité des technologies de la santé. Et bien sûr, la nouvelle acception du droit à la santé, donc, qui donne beaucoup de droits aux citoyens en termes d'accès aux soins et d'accès aux produits de soins. Et bien sûr, ces réponses, donc, se font, plutôt nous poussent ou bien poussent les pouvoirs publics à mettre en place donc, des politiques sanitaires dans leurs composantes produits de santé, notamment les médicaments. Il y a une politique pharmaceutique nationale qui fait l'objet d'une discussion entre le ministère de la Santé et les partenaires sociaux pour mettre en place tous les médicaments essentiels et tous les médicaments utiles donc, pour le traitement des pathologies courantes et pour la prise en charge des pathologies donc, un petit peu particulières. Et aujourd'hui, donc, le médicament n'est plus le seul donc, à faire l'objet de cette politique. Il y a également le dispositif médical. Le dispositif médical, il est largement consommé et largement utilisé au milieu hospitalier. Donc ça, tous les médicaments donc, administrés au niveau de l'hôpital, ils se font par le biais de ces dispositifs, des tubulures, des sondes, etc. Mais il y a également donc, les instruments donc, de chirurgie, mais il y a également des dispositifs qui vont remplacer ou bien soigner des handicaps. Par exemple, les prothèses de la hanche, les stents coronariens, les stents pour la fermeture des communications interauriculaires et tout ça. Et donc, ce sont des produits qui, pour la plupart, et surtout ceux qui sont utilisés au milieu hospitalier, ils sont invasifs. Ils sont invasifs et ils sont destinés à rester pendant très longtemps au niveau de l'organisme. Donc, ils doivent avoir un profil de sécurité assez important, n'est-ce pas? Pour ne pas donc, mettre en péril la santé donc, du destinataire. Et aujourd'hui même, donc, ces dispositifs invasifs donc, qui sont réservés au milieu hospitalier sont accompagnés par d'autres dispositifs qui sont donc, destinés à des soins en ambulatoire. Des dispositifs que le patient va donc, aller chercher au niveau de sa pharmacie, d'accord? Et pour donc, le traitement d'une maladie. Ce n'est plus des instruments donc, mais ce sont donc des produits qui sont à être soit absorbés, donc on verra qu'il y a des dispositifs médicaux sous forme de comprimés, c'est-à-dire ou bien de sirop, c'est-à-dire absorbés par voie orale. Nous avons des dispositifs sous forme de crème, des dispositifs de collyres, nous avons énormément de collyres, des dispositifs qui sont utilisés par voie nasale, par voie auriculaire, et là ils occupent une place aujourd'hui très importante donc, au niveau de la pharmacie de ville. D'accord? Et donc à leur tour, ils doivent présenter un profil de sécurité assez important. D'accord? Donc là, je passe tout ça. Voilà. Alors, donc à propos de ce cadre juridique relatif aux dispositifs médicaux, donc comme je viens de le dire, là, je reviens rapidement. Donc il y a la loi 84/12 qui a été publiée en 2014 et qui met en place le cadre juridique relatif à ces dispositifs médicaux. Donc elle donne la définition de ces dispositifs médicaux, elle définit ce que sont les acteurs donc, de l'industrie des dispositifs médicaux, de la distribution des dispositifs et de leur dispensation, quelles sont les conditions que doivent présenter ces opérateurs. Elle met donc en place également le cadre relatif à l'enregistrement des dispositifs médicaux, et j'insiste sur ce point. Donc là, au niveau des officines de pharmacie, c'est un espace où transitent plusieurs types de produits. D'accord? Et généralement, le pharmacien répond à la demande. Il reçoit une prescription, il cherche le produit, il téléphone à son grossiste habituel, il commence à chercher le produit, il le trouve, il le ramène. Et là, la particularité des dispositifs, contrairement aux médicaments qui font l'objet d'une évaluation, c'est une procédure de mise sur le marché qui se termine
l'obtention de l'AMM. Donc il y a un cadre qui est assez draconien. Et donc là, le pharmacien n'est pas inquiété dès lors que le produit est fabriqué chez un établissement pharmaceutique industriel. Il passe par le circuit pharmaceutique, c'est-à-dire fabricant, répartiteur et pharmacie d'officine. Il n'y a pas donc lieu à s'inquiéter. D'accord? Donc il y a des garde-fous au niveau de toute la chaîne du médicament. Par contre, ces produits, là, donc il y a un petit problème parce que déjà, pour ceux qui sont importés, il y a une flexibilité en matière donc d'enregistrement de ces produits. On fait confiance à l'État donc de provenance, c'est-à-dire généralement c'est l'Europe, parfois c'est la Chine. Et pour importer un dispositif médical depuis l'Europe, il faut tout simplement qu'il soit enregistré, c'est-à-dire marqué par le marquage CE. Le simple marquage CE permet au dispositif de rentrer au Maroc. D'accord? Mais il ne faut pas oublier la fameuse, ou bien la triste histoire des prothèses PIP. Il y a une dizaine d'années, où il y a des prothèses donc de marque PIP, des prothèses mammaires à base de silicone, qui étaient marquées CE. Parce que le marquage CE ne se fait pas par le biais des autorités de régulation telles que l'agence, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ou bien l'ancienne AFSAPS. C'est-à-dire, ce n'est pas les régulateurs institutionnels qui délivrent ces marquages CE, mais c'est des organismes notifiés. C'est des entreprises privées qui vont évaluer un dossier, qui vont contrôler le DM, et par la suite, ils vont le marquer par le marquage CE. Là, c'est une étape a priori préliminaire. Mais par la suite, si le fabricant est de mauvaise foi, il va commencer à relater un petit peu ses produits. Et c'était le cas des PIP, où le fabricant avait remplacé la silicone médicale par de la silicone industrielle. Et donc, il suffit de faire la recherche sur Internet, vous allez voir qu'il y a eu 300 000 victimes. Oui, 300 000 victimes à travers le monde et plusieurs cas de décès. Et donc, le marquage CE en lui-même n'est pas une sécurité. D'accord? Il faut une évaluation. Et alors, qu'en est-il des dispositifs fabriqués localement? Parce que pour être fabricant de DM, il suffit de faire une déclaration au niveau de la direction du médicament et de la pharmacie. Contrairement à l'industrie du médicament où il y a des normes qui s'imposent, des contrôles a priori, une exigence de présence d'un pharmacien responsable, l'obligation d'avoir des pharmaciens assistants, l'obligation de faire des lots pilotes, des lots industriels, de faire des contrôles. Donc le circuit est cerné. Les DM, c'est une simple déclaration, des contrôles de temps en temps, mais donc, on n'a pas la certitude que les choses se font, se font sur place. Et donc, la loi, donc, heureusement qu'elle est là aujourd'hui, donc elle oblige donc, les opérateurs à enregistrer leurs produits. Et il faut toujours, au niveau de l'officine, vérifier que les produits sont bel et bien enregistrés. Comme ça, le pharmacien va dégager donc, sa responsabilité et donc, la transférer donc, sur le dos du fabricant. Sauf si par sa faute, donc là, il va entraîner donc, un dommage, et là, donc, il engage sa responsabilité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une loi qui est publiée et pour laquelle tous les textes d'application donc, ont été publiés, c'est-à-dire qu'elle est à 100% applicable. D'accord? Donc là, sur ce point, il y a eu un effort qui a été fait par le gouvernement et donc la loi, elle s'applique. Et donc, de toute façon, on va y arriver, donc je ne vais pas anticiper. L'essentiel, c'est qu'au niveau de la loi, il y a une définition juridique de ce que c'est un dispositif médical. D'accord? Alors, si pour le médicament, la définition juridique, elle est très simple, je pense que tout le monde la connaît. Donc, le législateur, ou bien la loi définit le médicament comme étant toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques. Donc là, c'est ce qu'on appelle les critères de présentation. C'est-à-dire que c'est le fabricant lui-même qui va présenter un produit comme étant un médicament, dès lors qu'il va lui attribuer, soit explicitement au niveau de son emballage ou bien au niveau de la documentation, comme quoi il possède ses propriétés, ou bien implicitement on va les déduire, c'est-à-dire on va chercher quelle a été la volonté de ce fabricant donc à travers cette présentation. D'accord? Ou bien donc il y a un autre critère de qualification du médicament, c'est le critère de médicament par fonction.
tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical, restaurer ou corriger les fonctions organiques. Donc il y a la présentation, le critère de présentation et le critère de fonction. Par contre, en ce qui concerne le dispositif médical, là le législateur donc, a pris le soin de définir, de reprendre, il n'a pas défini chez nous, il a fait que reprendre un petit peu ce qui se fait ailleurs. Donc on a copié-collé le règlement européen qui a été donc transposé au niveau des pays européens dans leur droit interne. Et donc le dispositif médical, c'est tout instrument, tout à l'heure notre ami a parlé d'instrument, donc tout instrument, appareil, équipement, matière, produit ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris les accessoires, les logiciels intervenant dans son fonctionnement, est destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme, donc il y a une utilisation chez l'homme, à des fins médicales ou chirurgicales. Et donc l'action principale voulue par ce dispositif n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Ça paraît un petit peu compliqué, mais vous allez voir par la suite que c'est très simple. Donc, il y a des mots-clés qu'on va essayer d'organiser pour définir ce que c'est qu'un dispositif médical. Là, c'est dans l'absolu, donc c'est la définition générale du dispositif médical. Et par la suite, il y a des définitions de certains dispositifs particuliers. C'est le cas du dispositif médical implantable actif. C'est le cas le plus simple, c'est le pacemaker. Le pacemaker est un dispositif implantable parce qu'on l'implante à l'intérieur de l'organisme et il est actif parce qu'il a besoin d'une source d'énergie pour fonctionner. D'accord ? Aujourd'hui, il y a les générateurs ou bien les diffuseurs d'insuline qu'on place au niveau de l'os iliaque et pour libérer, donc ils calculent la glycémie au niveau de l'organisme et chaque fois qu'il y a une montée de glycémie, il y a une décharge calculée en fonction de la glycémie d'insuline et ce dispositif a besoin d'une source d'énergie. Donc le dispositif implantable actif est tout dispositif médical conçu pour être implanté en totalité ou en partie dans le corps humain ou placé dans un orifice naturel du corps. C'est le cas de la pompe à insuline qu'on met au niveau de l'os iliaque, au niveau de la fosse iliaque, et qui dépend pour son bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps ou par la pesanteur. Le dispositif sur mesure, c'est les dispositifs qui vont être conçus pour un patient donné en fonction de la pathologie. L'exemple le plus simple, sans rentrer dans les exemples les plus compliqués, c'est les semelles orthopédiques. Les semelles orthopédiques qu'on utilise pour régler un petit peu un petit problème donc au niveau du pied, un petit décalage parfois, où là parfois il y a des malformations au niveau du pied. Il y a le podologue qui va prendre des mesures et qui va confectionner une semelle pour le pied. Bon, il y en a d'autres, mais là c'est l'exemple le plus simple. Alors, dispositif médical et médicament, parfois la frontière elle se rapproche. C'est-à-dire l'écran entre le dispositif médical et le médicament est très fin. Et là, donc, il faut distinguer entre ce que c'est un dispositif, au sens strict, au sens du terme, et un médicament. Et là, donc, la réponse, on la trouve généralement au niveau de la loi. Les meilleures réponses, on les trouve au niveau de la loi. Alors, lorsqu'un dispositif médical forme avec un médicament un produit intégré, exclusivement destiné à être utilisé tel que présenté et non réutilisable, ce produit est un médicament au sens de la loi 1704. Un exemple. Les silos pour l'insuline, non? Les silos, aujourd'hui, toutes les insulines sont de silos. Le silo est un dispositif médical, mais comme il y a un médicament à l'intérieur, on ne va pas le considérer comme un dispositif, ça va être un médicament. La seringue pré-remplie de vaccins, c'est un médicament, quoique il y a un dispositif. D'accord? Donc là, le statut, c'est le médicament. Lorsqu'un dispositif médical incorpore une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme médicament et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle de ce dispositif, ce dernier demeure régi par les dispositions relatives à la loi sur les dispositifs médicaux. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Toutes les sondes
les sondes qu'on va utiliser pour diffuser un médicament. Généralement, c'est des sondes, c'est des tubulures en plastique avec une aiguille, etc. En principe, c'est un dispositif médical, n'est-ce pas? Mais il y a aujourd'hui des dispositifs qui sont imbibés d'héparine. Pourquoi? C'est pour éviter des petites thromboses au niveau du point d'impact. Quoique le dispositif est imbibé d'héparine, est-ce qu'on va le considérer comme médicament? L'héparine est un médicament, par nature. Mais là, l'action voulue n'est pas la coagulation, plutôt c'est la coagulation. Voilà. Éviter la coagulation. Ce n'est pas ça l'action recherchée. C'est une action accessoire. C'est pour éviter des désagréments chez le patient. L'action principale, c'est celle recherchée et voulue par le dispositif. Et dans ce cas, tout l'instrument, avec le médicament qu'il contient, va être considéré comme un dispositif médical et on va lui appliquer le droit ou la loi relative aux dispositifs médicaux. Par contre, la première, on va lui appliquer le droit du médicament avec toutes les contraintes de droit qui s'imposent. D'accord? Alors, on revient à cette définition, la principale, donc juste pour vous dire ce que c'est. Et là, donc j'aimerais bien qu'on la passe au peigne fin un petit peu. Donc c'est la définition générale d'un dispositif médical. Alors, le dispositif médical est tout instrument, appareil, équipement, matière, produit ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et les logiciels. Dans le cas de ces dispositifs intelligents comme la pompe à insuline, etc., dans son fonctionnement, et qui sont destinés. Là, c'est un point très important, c'est un critère très important. C'est le critère de destination. Destiné par qui? Par le fabricant. Ce n'est pas les pouvoirs publics, ce n'est pas l'agence de régulation, ce n'est pas l'État qui va destiner, qui va dire que le produit est un dispositif médical parce que, je ne sais pas, donc c'est mon point de vue. Non, c'est le fabricant lui-même qui va donner une destination à son dispositif. D'accord? C'est lui, en le mettant sur le marché, donc il le destine à une finalité bien déterminée. Donc destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme. Donc ce critère est très important pour distinguer les différents types de dispositifs médicaux. Les dispositifs que vous connaissez, dont on a parlé tout à l'heure, ils sont pour la plupart utilisés sur l'homme. Une sonde, quelle que soit sa nature et sa destination, elle est utilisée sur l'homme. Une seringue, on l'utilise sur l'homme. Une compresse, c'est sur l'homme, n'est-ce pas? Il y a d'autres dispositifs qui ne sont pas utilisés sur l'homme, mais qui sont des dispositifs médicaux. Des automates de biologie médicale. Est-ce que ce sont des dispositifs médicaux? Non. Ce sont des dispositifs de diagnostic in vitro. Ce ne sont pas des dispositifs médicaux. On ne les utilise pas sur l'homme. On fait un prélèvement sur l'homme, un prélèvement biologique, et on va traiter ce prélèvement au niveau de ce dispositif. Donc, on ne les met pas au niveau de cette catégorie. Un scanner. Le scanner, est-ce qu'il s'agit d'un dispositif médical ou non? C'est un dispositif de diagnostic. Diagnostic, oui. Il sert à diagnostiquer. Mais est-ce qu'il s'agit d'un dispositif médical? Au sens de la définition destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme. Il y a le patient qu'on va mettre à l'intérieur du scanner pour qu'il y ait une exploration. Donc c'est un dispositif médical. Un échographe. La sonde pour échographier. Est-ce qu'il s'agit d'un dispositif médical ou non? Il s'agit d'un dispositif médical. La canne. La canne, quand on se fait mal et on met une attelle au niveau du pied, on marche avec une canne. Il s'agit d'un dispositif médical. Le lit d'hospitalisation est un dispositif médical. Tout ça, c'est des dispositifs. On verra quelles sont la différence entre un lit d'hospitalisation et un stent coronarien. D'accord? La différence, c'est le caractère invasif ou non, c'est la durée de contact prolongée ou pas, c'est le risque, est-ce qu'il est augmenté ou pas, potentiel ou pas. Donc ce sont des critères de qualification qui sont très simples à retenir. D'accord? Donc destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales ou chirurgicales. D'accord? Médicales ou chirurgicales. Donc c'est-à-dire soit pour traiter, diagnostiquer et traiter. Donc
faire le diagnostic, ça c'est général. Par la suite, traiter, on verra, il y a beaucoup de dispositifs qui vont être utilisés dans le traitement de pas mal de maladies, ou bien une action chirurgicale, c'est-à-dire donc remplacer donc quelque chose au niveau de l'organisme, faire une ablation, donc voilà, réparer quelque chose au niveau de l'organisme. Et donc l'action principale voulue par ce dispositif n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou métaboliques. C'est-à-dire que si vous prenez un dispositif sous forme de comprimé, sous forme de sirop, ça existe aujourd'hui. Mais est-ce que ce dispositif, il va donc mettre en place un processus pharmacologique? Est-ce qu'il y aura un ligand, un récepteur qui va donc... non. Exactement, très bien. C'est une action principalement mécanique. Et nous avons aujourd'hui sur le marché des sirops, donc anti-reflux, anti-acide, mais pour lesquels il n'y a pas la fameuse réaction acide-base de neutralisation. Il y a des sachets pour la diarrhée, il y a des produits contre la constipation, mais qui vont avoir une action purement mécanique. On va voir tout à l'heure, il y a des sirops. Et aujourd'hui, Dieu sait combien ils sont nombreux sur le marché. Depuis que la carbocystéine et tous les sirops pour enfants ont été interdits jusqu'à l'âge de 6 ans. Et les industriels, nos amis, ils sont très, très, très attentifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont switché vers les dispositifs médicaux. Ils ont mis sur place, ils ont commercialisé des sirops DM qu'on peut donner à partir de 6 mois. Voilà, et rien n'est perdu. D'accord? Leur action n'est pas une action pharmacologique, c'est une action purement mécanique. On va protéger le parenchyme pulmonaire, on va protéger donc, par des substances protectrices, le thym, la feuille de lierre, je pense. Ils sont nombreux, ils sont nombreuses plutôt à des substances qui vont protéger la simithicone, c'est pour le pansement gastrique, oui. Et il y a une autre substance qui va fluidifier les sécrétions pulmonaires pour permettre à l'enfant de dégager un petit peu ses voies respiratoires. La diméthicone, c'est comme de la silicone, c'est comme une colle qui va un petit peu la paroi. C'est également le cas pour les collyres aujourd'hui. Il y a pratiquement une soixantaine de collyres aujourd'hui qui ont un statut de dispositif. Tous les produits à base d'acide hyaluronique, voilà, donc c'est terrifiant. Ils forment des films protecteurs contre les agressions de l'œil, donc ça protège contre les agressions externes, contre les allergies, etc. Et donc là, aujourd'hui, on passe de plus en plus donc de la chimie thérapeutique vers donc, des substances c'est tout ce qu'on nous a enseigné, donc la relation structure-activité, tout ça, donc ça commence donc à être délaissé et on passe donc à autre chose. Donc on cherche des actions moins agressives, beaucoup plus mécaniques qu'autre chose. Donc voilà, donc l'action n'est pas obtenue par des moyens mécaniques, mais qui peuvent être donc assistés par des moyens plutôt l'action n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, mais ils peuvent être assistés par de tels moyens. Et si vous prenez, donc je rebondis toujours sur l'exemple des collyres dispositifs, vous trouvez donc au niveau du collyre, donc l'action principale recherchée par exemple par l'acide hyaluronique, il va former un film protecteur, mais comme il y a de la rougeur, il y a de l'inflammation, on va rajouter quelques actifs, généralement des actifs naturels, qui ont une action anti-inflammatoire, une petite action antimicrobienne. Mais est-ce que c'est l'action principale qui est recherchée? Non, l'action principale, c'est la protection de l'œil. Les autres, on ne va pas traiter, on ne va pas protéger un œil qui est déjà en état d'inflammation, où il y a un soupçon d'infection. Donc on rajoute des substances qui vont assister l'action principale du DM. Et là, on n'est plus dans le cadre du médicament, nous sommes dans le cadre du dispositif médical. Et d'après vous, quel est l'intérêt à switcher du médicament vers le dispositif médical? Pardon? Un intérêt réglementaire, oui, c'est ça. Mais sur quel plan? Échapper au contrôle. Échapper au contrôle. Mais pour un médicament, quel est le... Pardon? Soulager le malade, non. L'AMM.
Déjà, un médicament a besoin de son AMM. Il a absolument besoin d'une autorisation de mise sur le marché. Et pour obtenir une autorisation de mise sur le marché, quels sont les préalables? Comment on annonce l'autorisation? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des gens qui s'occupent de ça à l'étranger. Mais chez nous, pour commercialiser un médicament, qu'est-ce qu'il faut? Quelle autorisation? L'AMM, oui. Mais avant l'AMM, il y a quelque chose de préalable. L'AMM, on ne va pas la donner comme ça. Il faut quelque chose. De poser le dossier, oui. Mais avant de déposer, qui c'est qui va déposer le dossier? Le laboratoire. Donc voilà, donc le laboratoire, qui se met à un endroit, l'établissement pharmaceutique. L'établissement pharmaceutique industriel. Et pour avoir un établissement pharmaceutique industriel, il y a tout un arsenal de normes juridiques qu'il faut respecter. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord avoir un établissement, une usine construite selon les normes. Les normes. Des expériences. Avec tout ce qu'il faut comme traitement de l'air, traitement de l'eau, etc. Il faut un investissement en milliards de dirhams. Il faut un pharmacien responsable obligatoirement avec des pharmaciens assistants dont le nombre dépend du nombre d'ouvriers effectuant des actes pharmaceutiques. Voilà, les actes pharmaceutiques, ça va de l'achat des matières premières et des articles de conditionnement jusqu'à la fabrication. Il faut des pharmaciens assistants, tous les directeurs techniques et commerciaux, il faut qu'ils soient des pharmaciens. Par la suite, il faut le dossier d'AMM avec tous le dossier clinique, préclinique, clinique, etc. Donc déjà, c'est une procédure qui est chronophage, qui dure très longtemps, qui demande beaucoup d'argent. Et on bête. Quand joue le médicament, une fois qu'il a son autorisation, il est obligé de respecter le circuit du médicament. Fabricant, grossiste, pharmacien d'officine ou la réserve de médicaments. Ah d'accord. D'accord, donc, voilà, donc il faut respecter le circuit du médicament. Ça d'une part. D'autre part, il y a l'obligation de respecter la réglementation en termes de prescription. D'accord? Il faut qu'il y ait certains médicaments qui doivent absolument être prescrits pour qu'ils soient dispensés. Là, c'est un handicap pour l'établissement pharmaceutique. Deuxième chose, c'est que le prix est fixé par l'État. L'État, le prix, donc c'est une prérogative, donc c'est un pouvoir régalien de l'État, donc l'État a toujours le contrôle sur la fixation des prix. Et tout ça, ça commence à ne plus intéresser les fabricants. Donc ils préfèrent switcher vers d'autres catégories de produits dont le cadre juridique est moins contraignant. Pour le fabricant, on l'a vu, on le verra tout à l'heure, il suffit de faire une déclaration, il suffit d'importer, on n'a même pas besoin d'avoir une usine. Le prix, il est fixe. Et on n'a pas besoin il n'y a pas l'obligation de prescription. Donc au niveau de la pharmacie, tous les dispositifs, vous avez la possibilité de les dispenser sans aucune contrainte. Et donc là, il y a des avantages donc, à tirer de ce statut de dispositif médical. Donc on m'a dit qu'il reste 10 minutes. Généralement, d'abord, il y a la contrainte. Là, il y a une contrainte par le truchement tout ce qui est colère, c'est du stérile, il faut absolument que ça passe par la pharmacie. On ne va pas acheter un colère et une parapharmacie ou là, une grossiste para. La sécurité liée à la stérilisation, elle est douteuse. Donc, on préfère passer par le circuit du médicament. Un sirop aujourd'hui, un sirop DM, il est plus crédible qu'il passe par la pharmacie plutôt que de passer par le supermarché. D'accord. Donc, et en plus, ce sont des médicaments qui sont prescrits aujourd'hui. C'est les établissements pharmaceutiques eux-mêmes qui commencent à développer ce genre de dispositifs médicaux. Donc la destination, donc, dont on a parlé tout à l'heure, cette fameuse destination. Donc quels sont les moyens qu'utilisent les fabricants et les importateurs de DM pour donc, donner une destination à leur DM? Donc la première destination, donc la première destination, la diapo, quelque part on va la retrouver. Donc c'est le remplacement et la modification de l'anatomie, de diagnostic et d'étude de remplacement et de modification d'un processus physiologique.
La diapo, je pense que j'ai dû la mettre quelque part, mais on va la retrouver. Donc voilà, un dispositif médical est tout logiciel, accessoire, appareil, instrument et équipement ou matière destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins chirurgicales et médicales pour la prévention, le diagnostic, le contrôle et le traitement d'une maladie. Il y a la fameuse diapo qui m'a échappé, mais on va la retrouver. L'atténuation, la compensation, la blessure ou la compensation d'une blessure d'un handicap, c'est les fameuses crèmes aujourd'hui qu'on utilise comme DM. La maîtrise de la conception, les DM qu'on va utiliser pour la maîtrise de la conception, le stérilet, très bien. Et le remplacement ou la modification d'anatomie, tout ce qui est prothèse, etc. Donc la destination, elle est médicale ou chirurgicale. Chirurgical, remplacement ou bien donc, corriger un handicap ou une maladie. Et le médical, c'est le traitement, le diagnostic et le traitement de certaines maladies. Voilà, je l'ai décalé. Donc la destination de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, et le diagnostic et le contrôle, le traitement ou l'atténuation et la compensation d'une blessure ou d'un handicap. Là, donc, je préfère garder la première, parce que ce sont les produits ou bien les DM qu'on trouve couramment au niveau des officines de pharmacie, c'est-à-dire les DM donc, qui sont destinés pour la prévention, le contrôle ou le traitement ou l'atténuation d'une maladie. Alors, les DM sont classés en fonction de la durée d'utilisation du dispositif, de quelques minutes à plusieurs années. Quelques minutes, un dispositif qu'on utilise pendant quelques minutes. Bandelettes, donc le diagnostic, in vitro, ce n'est pas des dispositifs médicaux. Oui, minutes, oui. La compresse oculaire, oui. Seringue, oui. Voilà, pour juste injecter. Le fameux spray à base de sel de mer. Stérimar et compagnie, donc Humer, ils sont tellement nombreux, donc on les utilise quelques minutes. C'est un dispositif médical. L'action recherchée est le nettoyage, donc le drainage donc des exsudats au niveau du nez par action mécanique, osmotique beaucoup plus, d'accord. Plusieurs années, quelqu'un chez qui on va placer un stent, c'est plusieurs années, d'accord. Donc, plus la durée est longue, plus le risque augmente, d'accord. Donc, la classification selon la durée d'utilisation, du caractère invasif ou non du dispositif médical. Une compresse, est-ce qu'elle est invasive? Voilà, donc on va l'utiliser sur la main, sur le pied, etc. Donc, il n'y a pas de critères invasifs. Par contre, un bistouri, il est invasif, n'est-ce pas? Un stent, il est invasif, donc on va le mettre à la... Et bien sûr, des fins d'utilisation du dispositif, soit médical ou chirurgical. Stérimar, c'est à des fins médicales. Le bistouri, ou bien donc le fil dans les sutures, c'est à des fins chirurgicales. Du caractère actif ou non du dispositif, le pacemaker, il est actif. Par contre, le stent, il n'est pas actif, voilà. Et de la partie vitale ou non du corps, système circulatoire, système nerveux. Donc plus le dispositif est invasif et il touche une fonction ou bien un organe important, plus non, donc le risque augmente. Alors la classification prônée, elle se fait selon le risque. Donc du risque le plus faible vers le risque le plus important. Voilà. Alors, pour les dispositifs à moindre risque, c'est ce qu'on appelle les dispositifs de classe 1. Donc le risque est très faible. Par la suite, il y a la classe 2A où le risque est potentiellement modéré. La classe 2B, le risque est très important. Et enfin, il y a la classe des dispositifs où le risque est plus important, c'est la classe 3 où le risque potentiel est le plus critique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 classes donc, de dispositifs qu'on a classifiés en fonction du risque encouru. Alors, la classe 1, le risque potentiellement faible. Donc, il s'agit de dispositifs de classe 1 n'ayant pas de fonction de mesurage. Un lit médical dont j'ai parlé tout à l'heure,
c'est un lit. On n'a pas besoin de logiciel, on ne va pas prendre des mesures, on ne va rien faire. Le malade a des camarasso, donc, et on va le soigner. Le fauteuil roulant, les grands d'examen, les seringues sans aiguille, des lunettes. Des lunettes, ce sont des dispositifs médicaux, donc c'est des dispositifs de classe 1 où le risque est pratiquement inexistant. Il y a les dispositifs de classe 1 avec fonction de mesurage, le thermomètre, le tensiomètre, le épaisse-personne. Pourquoi on parle pourquoi on les a classifiés? Parce que la fonction de mesure est très importante. Si le dispositif est défectueux, la mesure elle est erronée. Elle va donner donc, un faux résultat qui risque de conditionner une mauvaise prise en charge du malade. Un tensiomètre qui perd le nord et qui commence à donner des chiffres non conformes, fatalement ça va se traduire sur une mauvaise prescription et donc il y a des conséquences qui risquent d'apparaître. Les dispositifs de classe 1 stériles, les fameuses seringues qu'on a au niveau des pharmacies pour injecter l'insuline, pour injecter les médicaments. Donc là, le risque, il est lié à la fois donc, à une stérilisation défectueuse, parce qu'il faut qu'il soit stérile, les compresses oculaires, il faut qu'ils soient stériles, la seringue, il faut qu'elle soit stérile, et en plus la qualité, parce que parfois, quand on veut injecter un produit, un médicament avec des seringues défectueuses, de mauvaise qualité, donc c'est le pauvre patient qui va souffrir. D'accord. Nous avons la classe 2A où le risque est modéré, les tubulures, les sets de perfusion, les lentilles de contact. Donc les lentilles restent pendant plusieurs heures. On les met le matin, on les enlève le soir. Parfois c'est 20 heures d'affilée et donc le risque il est potentiellement, il est là mais il est modéré. La classe 2B où le risque est élevé, donc les générateurs de dialyse, des bistouris, les scanners, etc. Donc bien sûr le risque est élevé. Un scanner défectueux, il va donc donner de faux résultats et donc conditionner une mauvaise prise en charge. Et enfin le risque critique, c'est les stérilés, les dispositifs en contact avec le système cardiovasculaire, les stents, etc. ou le système nerveux. Là, il y a des aiguilles qu'on place au niveau du cerveau pour juguler certaines maladies, notamment celles relatives il y a des personnes qui perdent un petit peu qui n'arrivent pas donc à se tenir convenablement debout, donc ils ont des petits problèmes au niveau du système nerveux. On place des petits dispositifs pour rééquilibrer un petit peu les décharges électriques. Voilà, donc rapidement, les établissements, c'est-à-dire les institutions, les établissements qui vont fabriquer, importer et distribuer des DM, il faut aujourd'hui qu'ils soient déclarés. C'est une simple déclaration à la DMP. Contrairement aux établissements pharmaceutiques industriels où il faut une autorisation d'ouverture qui est délivrée par le secrétariat général du gouvernement. Maintenant, c'est une simple déclaration. Vous déposez les statuts, vous renseignez 5 minutes. Là, c'est 5 minutes, là, 10 minutes. Vous dites, on a commencé. Donc, voilà. Donc, contrairement aux établissements industriels qui fabriquent les médicaments, où il faut une autorisation sur la base d'un dossier solide, on en a parlé tout à l'heure. Il faut un local, il faut du personnel, il faut donc voilà, beaucoup de choses. Maintenant, c'est une simple déclaration. J'existe, je suis une société anonyme ou une société à responsabilité limitée. Généralement, c'est des SARL. J'emploie 4-5 personnes, on n'a pas besoin de 50 personnes. Il suffit aujourd'hui d'une ou deux personnes pour gérer un établissement de DM, surtout quand on importe, quand on ne fait pas de la fabrication. Vous importez, vous avez un magasinier et une secrétaire qui fait à la fois le secrétariat et la comptabilité. Et vous allez vous en sortir. Donc une déclaration. Mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, dans le cadre de la loi, l'État a le droit de faire des inspections a posteriori. C'est-à-dire vous faites votre déclaration, vous enregistrez vos produits, vous commencez à importer ou bien à fabriquer, mais l'État, donc l'administration, s'arroge le pouvoir de faire des inspections au niveau des sites de fabrication, voire même au niveau des officines. Ça existe au niveau de la loi 84-12 où c'est les inspecteurs de la pharmacie qui ont, à eux seuls, et j'insiste sur ce point, c'est uniquement les inspecteurs de la pharmacie qui ont le droit de visiter les officines pour inspecter, donc les inspecter en tout ce qui concerne les dispositifs médicaux. Au niveau de la loi, quand on dirait une vague,
pour que même un fonctionnaire qui n'est pas pharmacien peut faire des inspections au niveau des officines. Et donc il y a eu donc une discussion et il y a eu un amendement pour faire sauter ça et pour dire au niveau des établissements fabricants, quelqu'un qui fabrique ou bien qui importe des scanners, le pharmacien n'a pas sa place dedans. Donc c'est l'ingénieur biomédical peut-être qui a toutes les connaissances pour inspecter l'établissement. Mais une pharmacie, l'ingénieur biomédical ni le juriste n'a le droit il n'a pas assez de recul pour venir inspecter une pharmacie. Donc c'est le pharmacien, inspecteur, qui va donc contrôler l'officine et relever éventuellement les écarts entre la réglementation et ce qui se pratique au niveau de cette officine. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une simple déclaration. Oui. Oui. لا خدام راه خدام. Là, bien sûr, là, bien sûr. Bien sûr. Non, non, les officines, c'est un espace de dispensation. Qu'est-ce qu'on fabrique au niveau de l'officine? On fabrique quelque chose, mais ce n'est pas de la fabrication. C'est des préparations, très bien. Donc, il y a des actes de préparation qu'on peut faire au niveau de l'officine. Et c'est la loi qui les définit. On a le droit de préparer au niveau d'une officine les préparations officinales, les préparations magistrales. Quoi d'autre? Quelles sont les préparations réservées exclusivement aux pharmaciens d'officine? Voilà, c'est des préparations magistrales ou officinales. Il y a le médicament spécialisé de l'officine et le médicament divisé. C'est quand vous achetez en vrac et vous pouvez fractionner en petite quantité. D'accord? Mais pour les DM, on les détient pour la dispensation. Ah oui, très bien. Voilà, c'est le point le plus important. C'est aujourd'hui, tous les dispositifs médicaux doivent être enregistrés. Et donc, c'est à la charge du pharmacien d'être sûr que le dispositif est enregistré. Test. Généralement, ce n'est pas aux pharmaciens de le faire. Parce que, heureusement que ce sont des dispositifs qui transitent toujours par l'officine. D'accord? Par le grossiste répartiteur. Et donc, le grossiste, il ne va pas accepter le produit s'il n'est pas enregistré. Et là, c'est pour les dispositifs tels que le fameux Humer, tels que les Colir, le Zetalax, etc. C'est-à-dire des DM apparentés aux médicaments. Mais une seringue ou une compresse que généralement les pharmaciens achètent au niveau des grossistes para, quelle est la garantie? Là, il faut s'assurer que le dispositif est enregistré. Ne faites pas confiance à n'importe qui, parce que généralement, ils viennent avec des offres commerciales alléchantes. Vous achetez 100 seringues, je vous donne 200. Là? Léosine. Aujourd'hui, avant l'éosine avait un statut de médicament. Ça, vous le savez. Aujourd'hui, ce n'est plus un médicament. Aujourd'hui, l'éosine est un dispositif médical. Parce qu'aujourd'hui, l'activité, on a compris que l'activité cicatrisante de l'éosine n'est pas due à une action pharmacologique, mais beaucoup plus à une action mécanique. C'est le dessèchement qu'elle va provoquer qui va cicatriser. Et donc aujourd'hui, la pharmacopée, ce n'est plus un médicament, ce n'est plus une préparation officinale, c'est un dispositif médical. Alors, déjà, il y a beaucoup de pharmaciens qui ont été inquiétés parce qu'ils achètent. Les pharmaciens sont devenus de plus en plus fainéants. Ils ne veulent plus préparer chez eux. Ils achètent le produit fini. Il n'y a pas la certitude qu'il est enregistré. Déjà, sur l'inspection, ce sont des produits qui ne sont pas enregistrés. Et en fin de compte, c'est le pharmacien qui est responsable. Vous n'êtes pas sûr que c'est enregistré. Donc, le circuit ADA, il faut le maîtriser. En principe, celui qui fait le numéro du certificat d'enregistrement. Oui. CE, numéro Intel, sur des MP, sur l'année. Il y a ça doit être marqué sur l'emballage. Sinon, s'il est importé, quelqu'un le marquage CE. Vous trouvez, on va aller voir, vous trouvez un CE, un numéro. Là, donc, ça veut dire que le produit est enregistré.
Mais tout ce qui est fabrication locale, il faut qu'il y ait le numéro d'enregistrement. Normalement, Hein? On il faut que le fournisseur c'est sérieux, qui gère des produits enregistrés. Bon, sinon, on ne va pas s'en sortir. sinon, il est enregistré au niveau de quoi? De la direction du médicament et de la pharmacie, la D'accord, DMP, ministère de la D'accord. Santé. D'accord? Parce que qu'il y a une disposition pénale au niveau de la loi. Tout fabricant, importateur, distributeur ou même dispensateur, qui est le cas du pharmacien d'officine, s'ils font circuler des dispositifs non enregistrés, la sanction est de... heureusement que c'est une sanction pécuniaire. C'est 200 000 à 500 000 dirhams d'amende. Monsieur, j'ai mis 100 seringues avec 200, la seringue elle coûte 50 centimes, et par la suite, vous allez vous retrouver à payer des amendes de 500 000 dirhams. D'accord? Donc, c'est assurez-vous que le DM est enregistré. Bon, là, je passe, parmi les critères sur lesquels se base la DMP pour enregistrer, elle demande un dossier, des investigations cliniques pour être sûr que le DM présente un profil de sécurité et de qualité comme souhaitable. Donc là, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. La matériovigilance. Donc à l'instar de la pharmacovigilance, la matériovigilance fait partie des vigilances sanitaires et le pharmacien d'officine en tant que prestataire, en tant que dispensateur, a l'obligation de reporter au centre antipoison et de pharmacovigilance tous les incidents liés à l'utilisation d'un DM, que ce soit une seringue, une compresse, un collier, un sirop, il faut la notifier comme on le fait pour les médicaments. Donc l'obligation de la participation à la matériovigilance parce qu'il y a une sanction derrière tout ça. Donc voilà, l'inspection, on en a parlé. Les officines, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle se fait par le biais des pharmaciens inspecteurs relevant de l'inspection de la pharmacie au niveau de la DMP. Alors, alors, le scanner, est-ce qu'il s'agit d'un dispositif médical ou non? Oui. Un biberon? Oui. Oui. Eh ben non. Est-ce que la destination à des fins médicales ou chirurgicales, c'est un instrument pour nourrir le bébé. Donc la fonction, c'est alimenter le bébé. Donc la finalité médicale ou chirurgicale. Est-ce qu'on fait un diagnostic avec un biberon? Non, c'est pour alimenter un bébé. Un respirateur. Oui, bien sûr, c'est des fins médicales. Donc, un dispositif intra-utérin. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, un stimulateur cardiaque. Oui. Une électrode d'électroencéphalogramme. Oui ou non? Fin de diagnostic, en fonction de mesurage, c'est elle qui mesure la fréquence cardiaque. C'est le capteur de la fréquence cardiaque, destiné à une fin de diagnostic. Donc oui. Un drap chirurgical. Oui, bien sûr. Une seringue. Oui. Un préservatif. Prévention. Les maladies, les MST. La régulation de la contraception. Donc, médicale et la contraception. Oui. La seringue Shnaha. Un conteneur d'aiguille. Non. C'est un réservoir. Les pansements stériles de surcroît. Oui. Un nécessaire pour prélèvement sanguin. Oui. Stérile, en plus, fait l'aiguille, donc oui. Les gants chirurgicaux. Ah, là, les sets de perfusion. Oui, la pousse seringue, oui. Alors, une seringue pré-remplie. Médicaments. Hein? Très bien, oui, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur, oui. Yallah, voilà. Très bien, voilà, très bien. Alors, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a de l'insuline à l'intérieur, s'il y a un vaccin à l'intérieur, s'il y a de l'acide hyaluronique, c'est un dispositif médical. Donc, il y en a oui et non, en fonction du contenu
les canaux seront pré-remplis. D'accord? Alors, on va terminer par ça, par quelques diapos. Alors, c'est des produits qui commencent donc, qui pullulent, qu'on retrouve au niveau des pharmacies. Alors, Toplexil Phyto, d'abord en France, de l'Ophytoxil. Alors, il est en cours d'enregistrement au Maroc. Il ne va pas tarder à apparaître sur le... Alors, c'est un médicament ou là, c'est un dispositif? Pourquoi c'est un dispositif? Parce que j'ai dit qu'il est en cours d'enregistrement. Je n'ai pas parlé d'AMM. Oui, voilà. Justement, donc le plantain, ouais, c'est lui qui va former la fameuse barrière protectrice et le thym, donc il va fluidifier. Donc l'action, elle est mécanique, d'accord? Déjà, il y a le marquage CE. Chaque fois qu'il y a un marquage CE, c'est un dispositif médical. Donc, plus question donc de le discuter, d'accord? Le Vidal, donc déjà, Toplexil, Phytosiro est le nouveau dispositif médical à visée antitussive. Les indications d'ILO, donc c'est un dispositif médical. L'identité administrative au niveau de l'ANSM, c'est un dispositif médical classe 2, de A, avec son marquage CE. Le code de le marquage CE en principe. Donc, ADA, c'est un dispositif médical. Donc, oui. Le phytoxyle, c'est la même chose. Petit riz, qui est commercialisé au Maroc. Un dispositif médical. Très bien. Voilà, c'est un dispositif médical de classe 1, donc qui est marqué CE. Voilà, donc c'est un dispositif médical. Il est commercialisé au Maroc, le docteur Rougier. Il est commercialisé par Cooper. C'est un dispositif. Voilà, ce n'est pas un dispositif, c'est un complément alimentaire. Parce que là, c'est-à-dire l'action, c'est une action mécanique, c'est beaucoup plus une action de confort. Donc elle permet un confort respiratoire chez l'enfant. Là, elle a un statut de complément alimentaire. Elle dit, ça y est, elle va voir le jour incessamment. Donc c'est une crème pour le traitement de l'herpès labial. Alors, en principe, c'est un médicament. Donc un médicament, comme la cyclovir, généralement c'est des médicaments. Donc la composition est de telle sorte qu'il n'y a pas de médicament. Donc il y a une action beaucoup plus. Voilà. Une barrière, voilà, ça dessèche là, et ça forme une croûte pour enlever donc, le bouton de fer. Donc c'est une action beaucoup plus mécanique que pharmacologique et donc c'est un dispositif médical. Donc là, vous allez voir par la suite, l'officine elle va être envahie par les nouveaux produits qui sont des dispositifs, qui ont certes des avantages, mais ils ont des inconvénients. Les avantages, quel est le principal avantage d'un dispositif médical? Pour le pharmacien d'officine, je parle. On n'a pas besoin de prescription, c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer la réglementation sur les substances vénéneuses pour ces dispositifs. Vous n'aurez pas plutôt besoin d'un armoire fermé à clé, d'un ordonnancier. Les dispositifs ordonnancés. Parce que ce ne sont pas des médicaments, donc il n'y a pas d'obligation d'inscription de l'ordonnancier. D'accord? En ce qui concerne la dispensation, c'est des produits de conseil. Vous êtes libre de les conseiller, donc il n'y a pas de contrainte. Troisième avantage, c'est que le prix est libre. On vous donne un prix public conseil. Ce n'est pas un PPV pour le médicament, c'est un prix public de vente. Si vous le changez, vous allez être sanctionné. Mais là, le fabricant vous conseille un prix. Vous pouvez le majorer quand vous pouvez le minorer. D'accord? Voilà. Donc, en plus, la marge est légèrement plus importante que celle du médicament. Mais les inconvénients, c'est que, voilà, déjà, il y a des inconvénients sur le plan financier où le pharmacien est appelé à avoir plus de références au niveau de sa pharmacie. Donc, un stock qui augmente. Et donc, il y a un coût financier beaucoup plus. Et en plus, d'abord, au niveau du médicament, quand il y a un médicament innovant, un princeps, il va rester tout seul sur le marché pendant 20 ans. Parce qu'il y a une protection par le droit des brevets. L'exclusivité pendant 20 ans. Et par la suite, qui joue les génériques. Et c'est la cascade des génériques qui vont voir le jour. Mais pour le DM, non. Parce qu'ils échappent au droit des brevets. Donc c'est des formules qui circulent, on peut les copier.
Ce n'est pas quelque chose d'innovant. Et donc vous pouvez avoir, d'ailleurs, rien qu'au niveau des larmes artificielles, ou là des produits d'hydratation donc oculaire, voilà, d'abord il y a plus de 20 produits. Non 2 minutes et on arrête. Ou 2 diapos à l'installer. Oui. Inné, automatique. C'est un droit qu'on s'arrange, le droit de substitution. Vous pouvez changer, bien sûr, par un équivalent. Donc oui, donc c'est vous connaissez, donc ça existe au niveau des officines. Là, donc c'est un collier. Voilà. Où il y a de la lidocaïne. C'est pas un collier plutôt, c'est des gouttes oculaires. Donc qui sont utilisées justement pour le nettoyage des oreilles et pour calmer un petit peu les douleurs. Donc il y a de la lidocaïne qui est donc utilisée accessoirement au glycérol, qui est le principal actif au niveau de la goutte qui va donc dégager le cérumen de l'oreille. Donc c'est un dispositif médical de classe 3. Classe 3, là je pense que il est classé parce qu'il peut donc, entraîner, s'il y a une perforation du tympan, donc il risque de provoquer donc, une surdité, des dégâts, c'est pour ça. Donc le risque, non, ou la lidocaïne, hein? Non, mais l'action de la lidocaïne, elle est accessoire au glycérol. La fonction recherchée, c'est de dégager le... C'est ça. Mais l'effet recherché, la destination par le fabricant ou l'effet recherché, c'est de dégager donc le cérumen, d'accord? Et bien sûr, de juguler la douleur par la lidocaïne à faible dose. On a vu tout à l'heure la définition. Là, parce que en Europe, il faut que ça soit conforme, sinon ça ne passe pas. Donc, le collier, vous le connaissez. Voilà, donc c'est un dispositif médical. Voilà, c'est un dispositif classe 2B. Vous connaissez? Voilà. C'est un médicament, bien, c'est un dispositif, parce qu'il agit par effet mécanique. Donc là, il existe sous forme de sirop, sous forme de sachet et sous forme de comprimé. Donc c'est un dispositif médical anti-reflux et anti-acide. Bon, ado, ils sont en cours d'enregistrement, c'est les fameuses seringues pré-remplies avec de l'acide hyaluronique, soit pour le comblement des rides, donc quand il s'agit donc d'une destination esthétique, où là, généralement, d'abord, on les utilise pour chez l'arthrose, exactement, les rhumatologues. Donc pour l'arthrose, ou là, les traumatologues, c'est pour pour lubrifier le genou, lubrifier le ménisque. Avec les pneus qui de la graisse pour qu'ils fonctionnent. Donc on rajoute de l'acide hyaluronique. Donc en Europe, il y a plus d'une cinquantaine de présentations à base d'acide hyaluronique qu'on utilise en rhumatologie. Donc ce sont des dispositifs de classe 3. Ça existe chez nous, le Zetalax, donc c'est un dispositif médical. C'est pour, donc, il est contre la constipation. Et il agit par effet mécanique à base grâce à la glycérine végétale. La même chose, donc c'est un générique, parce que la boîte a les deux produits. Elle a le Zetalax, une autre boîte qui fait le Rectolax, donc qui sont des dispositifs médicaux. Et enfin, donc ça vous le connaissez très bien, le Bepanthen en grand, c'est un dispositif qu'on utilise pour le traitement de l'érythème fessier. Donc l'activité recherchée, c'est la protection. Voilà, et je vous remercie.